Nous allons être submergés. Tels sont les mots de ce garde-frontière à ses collègues alors qu'ils ouvrent la barrière et libèrent le passage de la frontière dans la Bornholmer-Straße le 9 novembre 1989 à 22h30. Cette minute marque la fin du mur de Berlin et de la guerre froide. La face du monde a définitivement changé. Pendant ces quelques jours, ces quelques heures, on a assisté comme à la débâcle d'un fleuve gelé sous les assauts d'un premier soleil printanier. Les vagues se sont mises à jaillir, le fleuve a repris vie. En un mot, c'était l'histoire qui reprenait son cours. Les gens avaient ce désir d'être libres et de retrouver leur famille. Le peuple ne peut pas éternellement rester soumis à la cruauté d'un régime totalitaire. La RDA, État policier et paranoïaque, s'effondre sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Lorsque le mur tombe, c'est tout un peuple qui est libéré. C'est à Moscou que s'est amorcée la nouvelle ère. En mars 1985, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste, Konstantin Tchernenko, est inhumé avec les honneurs dus à son rang. Il était le dernier grand apparatchik du parti. Son successeur, Mikhaïl Gorbatchev, promet des changements radicaux. Le nouveau maître du Kremlin expose ses intentions aux dirigeants des pays alliés de la sphère communiste. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous comporter envers vous comme nous avons promis de le faire, c'est-à-dire sur la base d'une collaboration d'égal à égal. Chacun est responsable de la politique qu'il met en œuvre dans son propre pays. Désormais, plus personne n'a le droit de s'immiscer dans vos choix, mais chaque parti est également responsable de son pays. L'Union soviétique rend leur autonomie à ses États satellites. Mais tous ne se satisfont pas de cette nouvelle indépendance. Ainsi, la RDA ne peut exister que si sa frontière ouest reste hermétiquement fermée, au point qu'elle doit défendre cette frontière contre son propre peuple. Quiconque tente de franchir la ligne de démarcation s'expose à des persécutions impitoyables. On les appelait les violeurs de frontières. Ils étaient considérés comme des traîtres par la RDA. C'étaient des hors-la-loi qui devaient être arrêtés ou même supprimés, comme nous le précisaient les ordres durant les dernières années. Nous devions faire usage de nos armes pour empêcher la violation de la frontière. Nous étions convaincus que chez nous, en RDA, personne ne manquait de rien. Tout le monde avait un travail et un toit. D'un point de vue matériel, nous n'étions pas un pays riche, mais chacun avait de quoi vivre décemment. Jusqu'en 1989, au moins 417 personnes ont trouvé la mort en essayant de quitter illégalement la RDA. Mais cela n'empêche pas les citoyens est-allemands de tenter de fuir. Le 24 novembre 1986, Michael Bittner, 25 ans, tente de franchir le mur lorsqu'il est abattu par 2 gardes-frontières. Ces derniers ont pour consigne de remplir leur macabre mission avec le plus de discrétion possible. En recevant ces ordres, nous avons commencé à nous demander quelles seraient les conséquences politiques si les forces armées de Berlin-Ouest avaient compris, si tout s'était passé selon les ordres, ou si nos concitoyens avaient vu ce qui s'était passé. Nous nous retrouvions face à tous ces problèmes, exactement comme en situation de guerre. Nous passions réellement en état de guerre lorsque quelqu'un se faisait abattre sur le mur. Le sort de Bittner est aussitôt étouffé par la Stasi et les gardes-frontières, et le corps est emporté à l'hôpital militaire de Bad Sarau. La Stasi fait croire à la famille de Bittner que ce dernier a réussi son évasion et lance même une fausse procédure de justice contre la victime. La Stasi est venue chez nous. Ils ont fouillé la maison de fond en comble en mettant les pièces en dessus-dessous. Puis ils m'ont emmené et m'ont interrogé pendant 17 heures. Bien entendu, je n'avais rien à leur avouer. Ils m'ont raconté que mon fils avait réussi à s'enfuir par le biais d'une bande de passeurs. Ils m'ont raconté cette histoire alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils l'avaient tué. Le cadavre et le rapport d'autopsie disparaissent sans laisser de traces. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas clairement ce qui est arrivé à Michael Bittner. Les personnes qui sont mortes sur la frontière furent également des victimes de la guerre froide. Ce n'était pas une frontière au sens classique du terme, mais plutôt une ligne de démarcation séparant le pacte de Varsovie et l'OTAN. C'était une frontière placée entre 2 systèmes sociaux opposés.
Au fil du temps, l'Ouest s'est habitué aux murs et aux barbelés. En 1987, malgré l'extrême tension régnant sur le mur, la RFA invite le président est-allemand pour une visite officielle. Erich Honecker est le premier homme d'État est-allemand à se rendre à Bonn. C'est un signe de reconnaissance que la RDA attendait depuis plus de 25 ans. Cette visite fut pour moi une véritable épreuve. J'y ai énormément réfléchi avant de donner mon accord. D'ailleurs, lorsque l'on revoit les images au moment où nous écoutons l'hymne est-allemand, en passant l'armée en revue, on voit très bien sur mon visage à quel point ce moment fut difficile pour moi. Mais pour Erich Honecker, le voyage à Bonn et les honneurs protocolaires qui l'accompagnent sont l'accomplissement d'un rêve de toute une vie. Naturellement, durant les premiers jours, il s'est senti vraiment très impressionné de voir le drapeau est-allemand flotter dans le ciel de Bonn et d'y entendre jouer son hymne national. Il devait penser qu'il avait atteint le sommet de sa carrière politique et je crois qu'il ne devait pas être le seul. Beaucoup pensaient qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans la reconnaissance de la RDA. Nous avions toujours dit que si nous ne pouvions pas abattre le mur, nous aimerions au moins le rendre plus aisément franchissable pour permettre au plus grand nombre possible d'Allemands de l'Est de venir à l'Ouest, et inversement. Si l'on exauçait le vœu de Honecker pour une visite officielle à Bonn, il ne pourrait plus faire machine arrière sur le développement des relations et des passages Est-Ouest. Sinon, l'opinion aurait dit « Honecker a pu venir à Bonn, et nous ne le pouvons pas ?» La circulation entre les deux pays n'est pas le seul lien qui unit les deux Allemagnes. Depuis longtemps, un réseau complexe de relations économiques s'est établi en dépit de la frontière. Contre une devise forte, on échange à peu près tout. Chaussures, meubles, mais aussi les déchets de l'Ouest, du plasma sanguin et bien sûr les prisonniers politiques. Naturellement, la RFA, ou tout du moins les services officiels, pas le chancelier en personne, mais la chancellerie, qui était à mon avis très bien informée, ont vu beaucoup de choses qui ne leur plaisaient pas. Mais dans l'intérêt des bonnes relations avec l'Allemagne de l'Est, ces questions ne furent jamais soulevées par le biais de la voie officielle, sauf si elles étaient d'une importance capitale pour l'un ou l'autre pays. Ainsi, 26 ans après l'érection du mur, le nouvel ordre mondial né de l'après-guerre et la partition de l'Allemagne ne sont plus remis en question, pas même à l'Ouest. À cette époque, personne ne peut imaginer que l'État RDA va bientôt disparaître. Les prémices annonciateurs de la chute de Berlin-Est apparaissent en 1989 en Hongrie, où des réformes démocratiques s'annoncent. Les nouveaux dirigeants hongrois célèbrent la mémoire d'un révolutionnaire, Imre Nagy, qui portait les espoirs démocratiques du pays et qui fut exécuté sur ordre de Moscou 2 ans après le soulèvement hongrois de 1956. Son pays lui offre enfin les honneurs qui lui sont dus en lui accordant un statut officiel de martyr. Après 40 ans de tutelle communiste, la Hongrie vole enfin de ses propres ailes. En mai 1989, les gardes frontières commencent à démanteler les barbelés séparant la Hongrie de l'Autriche. C'est la première faille dans le rideau de fer. Mit einem Treffen an der österreichisch-ungarischen Grenze haben die Außenminister beider Länder den im Mai begonnenen Abbau der Grenzanlagen bekräftigt. Gemeinsam durchschnitten sie einen Grenzzaun. Der ungarische Außenminister Horn und sein österreichischer Kollege Mock beenden ihre 3tägigen Gespräche mit einem symbolischen Akt. Sie durchtrennen die Drähte des eisernen Vorhangs. Les cisailles étaient très lourdes et très peu maniables. Et la manière dont j'ai dû lutter contre ces fils de fer est plutôt étrange. Lorsque je pense que nous avons vécu près de 40 ans derrière ces barbelés, on pouvait encore patienter quelques minutes. La Hongrie nous avait assuré que leur dispositif frontalier était vieux et que leurs barbelés étaient rouillés et qu'ils voulaient juste moderniser leurs frontières. Mais très vite, la frontière hongroise devient à ce point moderne que la RDA en vient à se demander si elle existe encore. Depuis de nombreuses années, la Hongrie communiste était la destination favorite de dizaines de milliers d'estivants est-allemands. Mais en 1989, la Hongrie s'est dotée d'un attrait tout neuf pour les vacanciers.
Après avoir entendu parler du trou dans le rideau de fer, beaucoup d'Est-Allemands décident spontanément de rester en Hongrie. Ils y entrevoient la chance de passer en Autriche pour fuir le communisme. Ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, wo es am günstigsten ist. Ich würde das Risiko eben nicht eingehen an der deutsch-deutschen Grenze. Und werden Sie zurückgehen von hier aus? Nö, führt keinen Weg hin. Wir haben es schon zweimal probiert, mein Kumpel und ich. Beide mal geschnappt. Ich werde versuchen, in der Botschaft zu leben, solange es geht. Ich lebe lieber hier 1, 2 Jahre in der Botschaft, als wieder in die DDR zurückzukehren. La traversée de la frontière autrichienne n'en demeure pourtant pas moins interdite. Officiellement, les soldats ont toujours l'ordre de tirer sur les fugitifs. Mais pour quelques citoyens de la RDA, la frontière hongroise fait moins peur que la frontière est-allemande. C'est là qu'ils décident de tenter leur chance. Pendant cette période, Erich Honecker est malade. Sans son chef, le Politburo ne sait que faire. Chaque jour, on laissait 500 personnes prendre la fuite pour quitter la RDA. Personne n'a réagi, en tout cas ni officiellement ni publiquement. Nous nous sommes laissés mourir bêtement en laissant la chose filer. Les efforts réformateurs de la Hongrie sont suivis avec la plus grande attention par la puissance occidentale dominante, les États-Unis. Dès le mois de juillet, le président américain George Bush se rend à Budapest pour une visite officielle. Les États-Unis soutiennent la nouvelle politique de libéralisation à coups de dollars. En guise de remerciement, la Hongrie offre au président américain un morceau du rideau de fer. Pour moi, cela symbolisait la fin d'une période noire, d'un temps de barbarie où un peuple assoiffé de liberté était enfermé par le biais de barbelés, voire d'un mur de briques. Voilà ce que cela symbolisait. La liberté, le désir de liberté de tout un peuple. Enhardis, les dirigeants hongrois poussent toujours plus loin leurs réformes. Le 19 août 1989, lors d'un pique-nique pan-européen organisé sur la frontière austro-hongroise, des centaines de citoyens est-allemands passent en Autriche sous le regard bienveillant des soldats. Plus de 600 personnes profitent de l'occasion. Die Gefallen haben es auch geschafft. 18:54, 16:54. Was meinst du nicht? Für verdammten Kommunisten. Herr Honecker sollte kommen, sich das angucken. Aber da trifft ihn der Schlag. À la télévision est-allemande, un spécialiste de la propagande offre une interprétation assez personnelle de la situation. Die vorgeblichen Massen, die es sich angeblich handelt, stellen im Kreise der Urlauber keine 2% dar. Im Gesamtmaßstab unserer 18,6 Millionen Einwohner gerade mal 1,15%. 98% treue Staatsbürger. À Budapest, la capitale hongroise, des dizaines de milliers de citoyens est-allemands attendent l'ouverture officielle de la frontière. La pression exercée par ces candidats à l'exil force les hommes politiques hongrois à accélérer la manœuvre. Le 10 septembre au soir, le ministre hongrois des Affaires étrangères annonce à la télévision les décisions de son gouvernement. Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können nicht in der DDR passieren, das Land verlassen. De destination de vacances, la Hongrie devient une zone de transit vers la liberté. Ceux qui quittent leur pays sont surtout des jeunes avec un bon niveau de formation. Le pays des travailleurs et des paysans est au bord du gouffre. À l'automne 1989, la capitale d'un autre pays jusque-là allié devient elle aussi un lieu de transit vers l'ouest. À Prague, comme à Varsovie, beaucoup de citoyens est-allemands, lassés de leur pays, cherchent refuge à l'ambassade ouest-allemande avec l'espoir d'y décrocher un visa pour l'ouest. Sie können jetzt versprechen, was sie wollen. Wir glauben an nichts mehr, was die Kommunisten uns versprechen. Es ist vorbei. 4,5 Jahre haben sie uns hingehalten und immer wieder hingehalten und verschaukelt. Wir sind unmündig. En quelques jours, plus de 4000 Est-Allemands parviennent à entrer sur le territoire de l'ambassade. Le gouvernement tchécoslovaque presse l'Allemagne de trouver une solution au problème des réfugiés.
Lors de négociations secrètes, Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères de RFA, obtient des dirigeants est-allemands l'accord pour faire passer les réfugiés en Allemagne de l'Ouest. Le voyage avait été très éprouvant. J'étais assez énervé et quelques semaines plus tôt, j'avais été victime d'un infarctus. Pendant le vol, j'ai connu de nouveaux problèmes de rythme cardiaque qui ont recommencé lors de mon allocution au balcon. C'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Les premiers réfugiés peuvent quitter l'ambassade dans la nuit même. Le voyage vers l'ouest doit se faire en train. Mais Erich Honecker exige que le trajet passe par la RDA. Le chef du gouvernement veut une nouvelle fois faire la démonstration de la souveraineté de la RDA et rappeler à ses concitoyens que leur patrie a encore le pouvoir d'agir sur leur existence. Après 3 mois d'absence due à la maladie, Erich Honecker reprend sa place à la fin du mois de septembre. Il poursuit ses tâches quotidiennes de chef d'État alors que son pays se vide peu à peu de son sang. Le sort des réfugiés ne l'intéresse pas le moins du monde. Il avait fait ce commentaire à ce sujet: « Nous ne verserons aucune larme pour eux, c'est-à-dire ceux qui nous avaient abandonnés. » À mon avis, ce n'est pas la manière dont il aurait dû réagir, lui, chef du Parlement, chef de l'État et secrétaire général du parti. En disant que nous ne le pleurerions pas, c'est comme s'il disait que cela ne nous faisait rien qu'il parte. Alors que la colère et l'agitation ne cessent de monter au sein du peuple, Berlin-Est s'apprête à commémorer les 40 ans de la RDA. Fahnenkommando. Halt! Fahne sinkt! Cette cérémonieuse prise d'armes se déroule le 4 octobre, sur la majestueuse avenue Unter den Linden. Les dirigeants est-allemands espèrent une fête majestueuse. Auf unser Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Les festivités ne doivent pas être troublées par d'autres nouvelles relatives aux réfugiés. Si les exilés qui occupent déjà les ambassades sont libres de s'en aller, Honecker, en revanche, fait fermer la frontière avec la Tchécoslovaquie. Mais la fête n'en est pas moins gâchée. Partout, le long des voies ferrées, comme ici à Dresde, des milliers d'Est-Allemands attendent le passage des trains de réfugiés en provenance de Prague, dans l'espoir de pouvoir monter à bord. À Dresde, la police d'État et des unités de l'armée repoussent les manifestants. Mais s'ensuivent les premiers combats contre les forces de l'ordre sur les territoires est-allemands depuis le soulèvement du 17 juin 1953. Le 6 octobre, Mikhaïl Gorbatchev atterrit pour une visite officielle. Erich Honecker est dans les meilleures dispositions du monde, du moins en apparence. Was werden Sie mit dem Herrn Gorbatschow besprechen? Ja. Das möchte ich gerne wissen, ja. La présence de Mikhaïl Gorbatchev est en quelque sorte prise sur le gâteau des festivités. Les divergences d'opinion quant à la nouvelle politique soviétique sont momentanément mises de côté. Gorbatchev a un moment songé à annuler sa visite, mais il aurait alors été imité par d'autres chefs d'État, ce qui aurait été un trop grand affront envers la RDA. Mais Honecker doit tout de même supporter de voir les membres de son propre parti acclamer, non pas lui, mais le grand frère moscovite. Ce n'est pas le SED que l'on acclame, mais Gorbatchev et sa nouvelle politique. Mstislav Rakowski, le Premier ministre polonais, Honecker et moi-même, nous nous tenions aux côtés du général Jaruzelski. Rakowski, qui était derrière moi, m'a demandé « Mikhaïl Sergueïevitch, vous comprenez l'allemand ?»« Oui. »« Donc, vous comprenez ce qu'ils disent ?»« Tout à fait. » Je savais assez d'allemand pour comprendre ce qui se passait. Alors il m'a dit « Mikhaïl Sergueïevitch, c'est la fin ?»« Oui, c'est la fin. » L'invité de Moscou devient de plus en plus encombrant pour les membres du parti.
Devant le Politburo, Gorbatchev va jusqu'à proposer aux camarades réunis de les aider en matière de perestroïka. Son discours sur les réformes politiques dégrise beaucoup de ses auditeurs. Erich Honecker, lui, ne réagit pas. En fait, Honecker refusait tout simplement d'accepter la perestroïka, ce qui était après tout son droit. C'est à cette occasion qu'il a prononcé cette phrase restée célèbre: « Qui arrive trop tard est puni par la vie ». Et chacun d'entre nous qui étions présents dans la salle a compris que nous étions visés par cette phrase. Cela voulait dire que si nous n'y prenions pas garde, la vie nous punirait. Tandis que les membres du Politburo se révèlent incapables de comprendre les signes du temps, l'opposition grandit dans le peuple. La RDA se réveille de sa longue torpeur. Les masses ne sont plus silencieuses. Après des décennies d'inertie, le peuple ose enfin protester ouvertement. Et pendant que dehors affluent des manifestants toujours plus nombreux, les dirigeants de la RDA continuent leur célébration sans pouvoir comprendre ce qui se passe sous leurs fenêtres. Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden in der Heimat von Marx und Engels auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken. Auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Les propos du secrétaire général du SED remplissent d'étonnement Mikhaïl Gorbatchev. Le discours de Honecker ne fut qu'une interminable suite de louanges. Aucune analyse critique de la situation, qui était pourtant très sérieuse. Le peuple était pourtant très mécontent du gouvernement. Tout le monde l'avait compris et admis, sauf Honecker. Pour moi, il était clair qu'il avait perdu tout discernement. À Leipzig, la fête ne se déroule pas non plus comme prévu. Les forces de l'ordre ont pour consigne de réprimer les manifestations de masse. À la préfecture de police de Leipzig, la direction des troupes d'intervention veut continuer à utiliser la force contre les manifestants. En prévision de celle qui se prépare pour le lundi 9 octobre, les troupes de police reçoivent des instructions très claires. On nous a dit qu'on devait s'attendre à affronter une sorte de révolution comparable aux événements de la place Tiananmen à Pékin. On nous a également montré quelques photos de ce policier brûlé qui avait fait la une de la presse de propagande est-allemande. Tout ceci en suivant le principe du « c'est vous ou nous ». Le but était d'attiser l'agressivité et les velléités de combat des policiers. Le soir, lorsque près de 75 000 manifestants se rassemblent dans le centre-ville de Leipzig, la direction de la police renonce finalement à la confrontation. La nervosité gagne Erich Honecker, qui cherche à sa façon une solution. Nous lui avons décrit la situation de Leipzig. Honecker nous a ensuite demandé s'il ne serait pas opportun d'y envoyer un bataillon de blindés pour que le peuple constate dès visu la présence de l'armée. Il nous a également demandé s'il ne serait pas possible d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'utiliser les chars contre les manifestants si cela s'avérait nécessaire. Les méthodes chinoises étaient une solution tentante, depuis qu'ils avaient prouvé qu'il était possible de régler très facilement les soulèvements ou les agitations populaires, et ce, par une intervention armée. Dans les jours qui suivent, les manifestants envahissent les rues de toutes les villes est-allemandes pour exiger des réformes.
Lors de la désormais traditionnelle manifestation du lundi, le centre de Leipzig voit défiler plus de 120 000 personnes le 16 octobre. Les événements de tout le pays sont décrits en direct par téléphone à Berlin-Est, où ils sont suivis très attentivement par le général Strelitz, Egon Krenz et Erich Honecker. Alors qu'il s'apprêtait à dire qu'il était grand temps d'agir, Fritz Strelitz, qui parlait d'un point de vue militaire, a pris la parole. Non, pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. Nous préférons que les choses se règlent d'une manière pacifique. Je pense qu'à ce moment-là, il a été heureux que nous soyons tous présents. Une fois Honecker sorti de la pièce, Egon Krenz m'a appris que le projet était de le démettre de ses fonctions le lendemain. Il m'a dit clairement, d'une manière qui ne laissait pas le moindre doute, « Si tu reçois encore des ordres de la part d'Erich Honecker, j'aimerais que tu m'en informes pour que nous puissions décider ensemble de ce qu'il faut faire. Sinon, je te prie de n'accepter des instructions que si elles émanent de moi. » Le lendemain, mardi 17 octobre, Erich Honecker est démis de ses fonctions par le Politbüro après 18 ans passés au pouvoir. Egon Krenz ist seit heute neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Die 9. Tagung des ZK wählte ihn am Nachmittag in diese Funktion. Zugleich wird das Zentralkomitee der Volkskammer vorschlagen, Egon Krenz zum Vorsitzenden des Staatsrates und zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates zu wählen. Zuvor hatte die 9. Tagung der Bitte Erich Honeckers zugestimmt, ihn aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen zu entbinden und ihm für sein politisches Lebenswerk herzlich gedankt. À la fin de cette séance du Politburo, il a essayé une nouvelle fois de reprendre le dessus en nous disant « Chers camarades, ne pensez pas que ma mise à l'écart va résoudre le problème. Cela prouve juste notre faiblesse face à la menace. » Le 4 novembre, près d'1 million de personnes investissent l'Alexanderplatz à Berlin-Est pour réclamer une nouvelle RDA. Les tentatives de réforme du nouveau gouvernement arrivent trop tard. Le peuple refuse une loi sur les entrées et sorties du territoire, ébauchée à la hâte pour tenter de détendre la situation. Une fois enclenché, le processus de démocratisation ne peut plus être arrêté. C'est le peuple qui en a pris l'initiative et le régime communiste n'y survivra pas. Je n'avais pas le sentiment que c'était la fin. Je pensais plutôt que le temps était venu pour nous de ne plus décider seuls, que le temps était venu de nous associer avec les autres. Pourtant, Egon Krenz n'envisage pas une réelle répartition du pouvoir et refuse de faire entrer l'opposition au gouvernement. Mais Krenz est déjà dépassé par l'histoire et ne peut combler le retard qu'il a sur le peuple. Nous sommes le jeudi 9 novembre. À l'ouverture du poste frontière de Schirnding, 11 000 Allemands de l'Est passent en 24 heures en Tchécoslovaquie pour prendre la route de la Bavière. Dans le même temps, le comité central vote une nouvelle loi sur les voyages. La liberté de circulation est sur le point d'être promulguée. À l'époque, Schabowski se présentait à la presse internationale après chaque réunion du comité central. Mais la séance du 9 novembre s'est prolongée. Elle aurait dû se terminer beaucoup plus tôt. Il vient donc me voir et me dit « Je vais à la conférence de presse. As-tu autre chose à annoncer, quelque chose d'important ?» Et je lui réponds « Oui, la liberté de circulation, ça va faire sensation. » Il m'a donc donné un papier en me disant « Tiens, prends ça. C'est pour ainsi dire une chose qui pourrait nous être très utile. » J'ai pris le papier en étant sûr que ce qui était écrit exprimait parfaitement nos intentions. Simultanément, le chancelier Kohl entame un voyage officiel en Pologne prévu de longue date. La visite doit durer 5 jours. Mais personne ne se doute qu'à Berlin-Est, une page d'histoire est en train d'être tournée. À 18h précises, commence une ennuyeuse conférence de presse de Günther Schabowski, le porte-parole du SED. Il a près de lui la feuille sur la liberté de circulation qu'il ne lit qu'un peu avant 19h. La télévision est-allemande a filmé en direct ce moment historique. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht,
über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Mais Schabowski n'a pas compris que cette mesure ne sera effective que le lendemain. Le Politburo n'a pas prévu une ouverture si soudaine des frontières. Au poste frontière, personne n'a été informé de cette liberté de circulation complètement inattendue. Ce dès à présent a déclenché chez moi une réaction immédiate ce soir-là. J'ai laissé mon dîner en plan, puis je suis sorti du réfectoire pour appeler mon supérieur, le colonel Ziegenhorn. Il avait également entendu la nouvelle à la télévision et il m'a dit « Cela ne veut rien dire. Continuez les contrôles comme à l'ordinaire. Les citoyens est-allemands doivent toujours être en possession d'un permis de circulation et d'un visa en règle. Il ne peut s'agir que d'une erreur. » Je me suis alors rendu au poste frontière, le numéro 7 à l'époque, 5 à 10 minutes après 7 heures. Et j'ai dit, avec ce qu'a annoncé Schabowski, les premiers ne vont pas tarder à arriver. Et on m'a répondu, les premiers resteront ici. Au poste frontière berlinois de Bornholmer-Straße, les premiers émigrants veulent profiter de leur nouvelle liberté de circulation. Mais on ne les autorise pas à sortir, malgré leurs protestations légitimes. Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für die ständige Ausreise vorliegen müssen. Die Polen, Massenverarschung ist das hier. Genau gleich. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Dann wäre ich jetzt gar nicht hier, ist ehrlich, meine Meinung. Totale Verarschung, die sind sich nicht einig. Wollen jetzt kein Mensch aus der DDR arbeiten, weil sie sich alle die Papiere besorgen wollen. Ja, genau. Und wir kommen noch mehr in eine Scheiße. Genau, so sieht's aus. Entre 19h et 20h45, aucun membre du comité central n'a été prévenu que la mesure entrait immédiatement en vigueur. Les routes menant au poste frontière sont encombrées de curieux et de candidats au départ toujours plus nombreux. L'ambiance qui règne est exubérante, mais la confusion règne chez les gardes-frontières. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit, den Platz im Forum der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich an die zuständigen, von mir eben bekannt gegebenen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Les gens ont cru qu'on se moquait d'eux, qu'on voulait les mener en bateau. Ils nous l'ont fait comprendre très clairement. Ils ont commencé à vouloir casser la barrière et la porte. Il y avait une petite porte grillagée réservée aux piétons. Ils ont essayé de l'arracher. Bien entendu, les gardes frontières se faisaient copieusement insulter. Pris de court, les gardes frontières qui disposaient jusque-là de tous les pouvoirs et qui sont tous des employés du ministère de la Sécurité de l'État sont sur la défensive. Au siège de la Stasi, on convoque une cellule de crise. Le colonel Ziegenhorn envoie ses ordres aux frontières. Après environ un quart d'heure, nous avons reçu l'ordre de laisser passer les citoyens les plus provocateurs. On nous a dit très clairement de les trier et de les extraire de la foule, puis de les amener au poste et d'apposer sur leur papier le tampon de contrôle, à moitié sur le papier et à moitié sur la photo, pour indiquer que ces citoyens ne seraient plus autorisés à revenir en RDA. Cet ordre sonne comme une dernière tentative d'escroquerie de son peuple de la part d'un gouvernement en chute libre. La foule s'est étonnée que seuls les plus turbulents soient autorisés à sortir. Mais personne n'a compris cette petite subtilité du tampon à cheval sur le papier et la photo qui indiquait un aller sans retour. C'est ainsi que seules quelques personnes sont autorisées à franchir la frontière. Mais ces gens ne savent pas qu'une fois hors de la RDA, leurs papiers porteront le signe indiquant qu'ils ne pourront plus regagner leur pays. Pour eux, la liberté de circulation s'est transformée en bannissement. Les premiers sont revenus à peine 10 minutes plus tard avec une canette de bière, juste pour dire à leurs proches qu'ils s'étaient promenés de l'autre côté. C'est alors qu'on leur a annoncé qu'ils n'avaient plus le droit de rentrer en RDA. On les a donc repoussés vers Berlin-Ouest. À Bonn, au Bundestag, on s'apprête à débattre d'un projet de loi sur les associations. Bevor ich zu meinem Thema komme,
möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Simultanément, à Varsovie, le chancelier Kohl est reçu à dîner par le Premier ministre polonais Mazowiecki lorsqu'il reçoit un appel prioritaire de Bonn. Ma première réaction a été la seule possible. Je décide de rentrer le plus vite possible à Berlin. Mais les dirigeants polonais étaient totalement opposés à ce que j'interrompe prématurément ma visite. Ils se sont montrés très peu compréhensifs et m'ont présenté des arguments pour le moins surprenants. Une grande réception était prévue, etc. Mais je me suis montré inflexible quant à ma décision de retourner en Allemagne. Je leur ai promis que je reviendrais quelques jours plus tard, mais personne ne m'a cru. Je devais absolument me rendre à Berlin le plus vite possible. Sur la frontière, la tension ne cesse de monter. Comme ici au poste de garde de la Bornholmer Straße, la situation menace de dégénérer. Entre-temps, Egon Krenz a été mis au courant de la bourde de Schabowski et de ses conséquences. Il s'entretient par téléphone avec Erich Mielke, le chef de la Stasi. Mielke m'a appelé et m'a dit « Il faut prendre une décision avant que nous perdions tout contrôle de la situation ». Je lui ai alors répondu « On ne va tout de même pas risquer une confrontation alors que la mesure sera réellement en vigueur dans quelques heures, demain matin. » Et lui, un homme qui avait bien une trentaine d'années de plus que moi, m'a répondu « Tu as raison, mon garçon. » On ne sait pas exactement à quel moment s'est déroulé cet entretien téléphonique entre Egon Krenz et Mielke. Mais on sait en revanche que cette nuit-là, les gardes frontières n'ont reçu aucune instruction, ni de l'État, ni du parti. Nos supérieurs nous avaient laissé tomber, eux qui pendant toutes ces années avaient édicté toute notre ligne de conduite. Mais ce jour-là, ils nous ont laissés seuls face à la foule, comme une sorte de soupape de sécurité. Au poste de Bornholmer Straße, aux environs de 22h30, des milliers de personnes veulent franchir la frontière sur le champ. Il n'y a plus moyen de les arrêter. À un moment, j'ai vu que la barrière de sécurité commençait à céder. Les personnes qui étaient tout contre la barrière se sont fait écraser par la foule qui poussait derrière et je me suis dit « ça ne va plus, c'est fini ». C'est alors qu'on a reçu un appel téléphonique au poste 1 qui disait que tout était submergé. Et quelqu'un a dit, l'un des deux membres du PKE, je crois, « Maintenant, c'est nous qui allons être submergés ». Devant l'ampleur de la situation, j'ai dit de laisser tomber les contrôles et de laisser nos concitoyens sortir. J'ai alors donné l'ordre de lever les barrières. Sans en avoir reçu l'ordre, un officier de la Stasi et un commandant des gardes frontières ouvrent une brèche dans le mur. Pendant des années, tous les deux avaient surveillé le poste de la Bornholmer Straße, prêts à ouvrir le feu à la moindre tentative de fuite vers l'ouest. Beaucoup d'officiers restent complètement stupéfaits devant la situation, sans parvenir à comprendre ce qui se passe. Beaucoup de mes collègues se sont mis à l'écart et quelques-uns se sont mis à pleurer. Je ressentais exactement la même chose qu'eux. Pour moi comme pour eux, c'était tout un monde qui s'écroulait. Le système était en train de se désagréger. Des milliers d'Allemands de l'Est passent à l'Ouest sans avoir à subir aucun contrôle. Les forces armées de sécurité assistent impuissantes à ce raz-de-marée. Après la glasnost et la perestroïka en Union soviétique, puis l'ouverture des frontières hongroises et la fuite de milliers de citoyens est-allemands vers l'ouest, le mur de Berlin est lui aussi le théâtre d'un immense mouvement de liberté. Wohin gehen Sie als erstes? Wir wollen bloß mal gucken. Nur einmal rübergehen, bloß mal gucken. Weiter. La nouvelle fait très vite le tour du monde. À Washington, c'est encore l'après-midi lorsque le président Bush apprend la chute du mur de Berlin.
À 15h34, heure locale, il donne une conférence de presse impromptue, au cours de laquelle les journalistes s'étonnent de sa réaction très réservée. Mais George Bush ne se laisse pas submerger par l'émotion. La presse américaine m'a demandé pourquoi je n'exprimais pas l'émotion que tout le monde ressentait. Pourquoi je ne me rendais pas à Berlin pour danser sur le mur, comme l'avaient dit les chefs du Parti démocrate du Sénat et de la Chambre des représentants. Je leur ai répondu, autant pour moi que pour eux, que ce n'était pas le moment d'enfoncer nos doigts dans les yeux de Gorbatchev. J'ai ressenti de l'émotion quand j'ai appris la chute du mur, mais je ne voulais pas enfouir davantage Gorbatchev dans les cendres de sa défaite. Lors de cette nuit historique à Moscou, Mikhail Gorbatchev dort sur ses deux oreilles. Ses représentants à Berlin-Est décident de ne pas troubler son sommeil. Nous étions parfaitement informés de ce qui était en train de se passer. Mais je n'ai pas trouvé souhaitable ni d'intervenir, ni de prévenir immédiatement Moscou de la situation. Parce que ce qui se passait pouvait encore entraîner une réaction à très court terme. Tandis que les Allemands de l'Est se promènent en toute liberté sous les arches de la porte de Brandebourg, les troupes de l'armée rouge stationnées à Berlin sont consignées dans leur caserne, selon l'ordre donné par l'ambassadeur soviétique. Aucune force armée n'intervient pour empêcher l'invasion du mur. Des milliers de personnes passent ainsi tranquillement la frontière, dans un sens comme dans l'autre. Pendant 28 ans, le mur de Berlin avait été la frontière la plus surveillée d'Europe, le symbole le plus marquant du rideau de fer. Mais lorsque le mur est pris d'assaut, aucune tentative n'est faite pour le défendre. Le peuple en a pris possession et le pouvoir en place est contraint au rôle de spectateur. À 3 heures du matin, les troupes de sécurité se placent devant le mur. La police est-allemande investit la place de la porte de Brandebourg, mais sans armes, comme on les a rarement vues. Mais faut-il pour autant croire en ce pacifisme inhabituel ? Personne ne sait encore que depuis minuit 20, les gardes frontières ont reçu l'ordre de se tenir prêts à intervenir. Gehen Sie weiter zu.